il faut être d'abord transparent, il faut l'expliquer au peuple, et il faut le calculer, combien ça vaut, et il faut le transformer sur place, y compris le lithium. Et oui, parce que le lithium... Donc il faut transformer, alors vous pensez que le lithium, il faut le transformer sur place ici au Mali, c'est ça? Je suis précis, le lithium doit... Le Mali, je ne veux pas entendre que le Mali envoie de lithium dehors. Je veux entendre que le Mali fait des batteries de lithium. C'est ça que je veux entendre. Des batteries. Je veux que le Mali téléphone en Chine, qui sont les numéros 1 en batterie, pour dire aux Chinois, écoutez, vous délocalisez une de vos usines avec moi, vous m'apprenez comment on fait cela, voilà le lithium sur place, et vous utilisez des Maliens. Vous ne m'amenez pas des Chinois à 99% dans l'usine. Voilà ce que je veux entendre. C'est ça la souveraineté. Est-ce que nos dirigeants ont la capacité de faire ça, le courage de faire ça? Je ne sais pas. Moi, je vous dis. Alors, si vous avez un message, si tout de suite, à tout hasard, si le président de la transition du Mali regardait cette émission, c'est ce conseil que vous avez à lui donner par rapport au lithium? Je lui dis de prendre une mission. S'il peut me mettre dedans, ça me permet de manger un peu les bons plats du Mali avec. Il doit obligatoirement créer une équipe technique qui va discuter avec les pays qui maîtrisent la fabrication des batteries, lithium, parce qu'il n'y a pas que le lithium, il y a d'autres éléments dedans. Et cette équipe-là, je vous conseille déjà la Chine, mais vous avez aussi en Russie, vous avez aussi dans d'autres pays, vous discutez ça, vous négociez comment cette usine, une partie peut-être délocalisée, petit, je préfère que ce soit petit que grand, parce que vous pouvez multiplier les petits plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs endroits du Mali où vous avez ce lithium, et vous le commencez à travailler. C'est aussi simple que ça. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Sauf que si vous ne demandez pas, personne ne va vous dire que c'est bon pour vous. Ouais, vous savez, personne ne va nous dire que c'est bon de faire des batteries sur place. Mais bien sûr. Et surtout, les gens ne voient pas le rapport directement, puisqu'ils sont pressés. Donc, ils vont vendre le lithium, ils vont faire beaucoup d'argent tout de suite, et souvent, ça leur suffit. C'est ce qu'on a fait avec nos matières premières tout le temps. Pourquoi la Côte d'Ivoire est encore en train d'exporter pratiquement 90% de son cacao? Alors qu'aujourd'hui, on devrait entendre que telle marque de chocolat, telle marque de gâteau, telle marque de biscuiterie, c'est Côte d'Ivoire. Et ça fait 60 ans. D'accord. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Alors, aide au développement, je ne sais pas si ce sont les bons mots maintenant. Moi, je parle plutôt d'investissement. Il ne s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement, ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Dr Yves Ekwe Amaizo, on voulait vous poser une question qui n'avait pas été prévue, si ça ne vous dérange pas. On a vu qu'il y a pratiquement 2 semaines de cela, le Sénégal et le Tchad ont demandé le départ des bases françaises. Le Sénégal, on a vu comment le président il l'a dit, il n'a pas été très clair, c'est vrai, mais il a dit, bon, est-ce que le journaliste français aimerait qu'il y ait des bases sénégalaises en France? Voilà, il a répondu comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas été très explicite, il n'a pas donné de date, mais par contre, le Tchad a été très clair. Le Tchad a fait savoir clairement qu'il souhaitait vraiment rompre avec les accords de défense. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça, s'il vous plaît, Dr Yves Ekwe Amaizo, directeur du think tank Afrocentricity? Le fait de contrôler votre territoire doit se faire par des populations du pays. L'armée sénégalaise doit être composée de Sénégalais. L'armée malienne est composée de Maliens, l'armée tchadienne de Tchadiens. On est d'accord. Et ces gens sont censés, s'ils sont des militaires, s'occuper de garder et protéger les frontières et aussi les populations contre tout danger qui peut venir déranger la paix dans ce pays. Or, vous venez de dire vous-même que depuis les accords secrets de défense, qui sont aussi des accords secrets en économie, finance et banque, la France dit
qu'elle peut venir s'asseoir dans votre pays et sous des formes de base. Certains l'ont accepté parce qu'ils reçoivent de l'argent en retour. Certains ne reçoivent absolument rien, au contraire. Et certains le monnaient en disant j'accepte officiellement ou officieusement, parce qu'il y a certains pays qui ont des bases officieuses, dans la zone de l'Ouest comme centrale d'ailleurs, et ça vous permet de vous maintenir au pouvoir, et c'est comme ça que les dictatures et les autocraties se sont créées. Certaines sont là depuis plus de 50 ans, comme le cas du Togo. Alors, quand vous mettez tout ceci ensemble, je réponds à votre question. Le président sénégalais a parlé comme un diplomate. Il a été très clair, les troupes françaises et les bases françaises doivent partir. Le président tchadien, lui, il était encore plus clair pour une autre raison. C'est qu'il y a eu une forme d'humiliation. Il y a eu des missions qui ont été envoyées par la France pour trouver un arrangement, d'abord pour conserver ses bases en Afrique, c'est-à-dire vous n'êtes pas souverain, mais pire, vous demandez à travers ces bases de contrôler vos matières premières. Ça, on ne le dit pas tout haut. On ne le dit pas tout haut. On nous présente à la radio qu'on va s'occuper des populations, des réfugiés dans les frontières, qu'on s'occupe aussi de l'Al-Qaïda ou des terroristes, souvent des mafieux, mais il faudrait aller dans le détail. Vous allez voir très souvent qu'ils sont toujours très proches d'une réserve d'or, d'une réserve de diamants, d'une réserve de pétrole, d'une réserve de ceci ou de cela, d'uranium, j'en passe et des milliers. Oui, ils ne sont pas dans le désert là où il n'y a que du sable. Hein. Donc c'est très important de comprendre le rôle aujourd'hui de ces armées. Est-ce qu'elles sont là pour protéger réellement qui? C'est ça que le président sénégalais a dit d'ailleurs. Il dit, mais écoutez, je suis souverain, un vrai changement fondamental s'est fait au Sénégal par les urnes. C'est-à-dire c'est la première fois que le peuple, massivement, sans contrainte, sans aucune influence française, a pu s'exprimer. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et à partir de là, mais les peuples ont compris que s'il y a un problème avec les présidents sénégalais, c'est le peuple qui va les mettre dehors. Mais si les gens sont engagés pour faire que la richesse qui va être créée, qui va être dégagée, les fruits de la croissance vont être utilisés pour le bien du peuple sénégalais, je vous assure que ces gens vont être réélus la prochaine fois. Et c'est la même chose pour tous les pays qui nous entourent, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Donc pour revenir à votre question, non, moi je dirais que ces deux pays ont eu le courage de dire une grande vérité, que tous les chefs d'État pensent. Hein. Ne croyez pas que les autres chefs d'État, même les plus autocrates, les plus dictatoriaux, ne pensent pas à leur souveraineté. C'est d'ailleurs qui crée des difficultés, puisqu'il y a des abus, il y a même de l'insolence des fois, qui amène certains chefs d'État à dire, mais quand même, il y a un abus. Et je pense qu'il y a eu un abus, parce que la plupart des chefs d'État, avant les grands changements au Sénégal, ou au Mali ou ailleurs, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir faire en sorte que la France trouve quand même satisfaction. Malheureusement, le retour sur investissement pour le peuple malien, pour le citoyen malien ou la citoyenne malienne, n'était pas au rendez-vous. Et du coup, bah, écoutez, les gens ont dit, on ne peut pas continuer comme ça. Chacun l'a fait à sa manière. Il y a la manière malienne, ou de l'AES, il y a la manière sénégalaise. Moi, je préfère de loin que ça se fasse démocratiquement, et comme ça, le peuple s'est exprimé. Parce que le peuple peut se tromper aussi. Hein. Et si le peuple se trompe, c'est son problème. Mais ce peuple va apprendre, des fois, à ses dépens. Mais est-ce que vous pensez que le président sénégalais va aller jusqu'au bout? Pardon? Est-ce que vous pensez que le président sénégalais va aller jusqu'au bout? Le président sénégalais a été élu sur une base, il faut lire leur programme. C'est un programme qui est basé sur la souveraineté. Il n'y a aucune différence entre sa souveraineté et celle du Mali. C'est la même souveraineté. Chacun a sa manière d'y aller. Le Sénégal n'a pas pour le moment d'attaque djihadiste. Et oui, c'est très important. Et le Mali en a. Et donc, il faut se poser la question, qui c'est qui compose ces djihadistes? Qui c'est qui donne les armes à ces djihadistes? Comment quelques petits rigolos sur quelques mobilettes vont pouvoir arriver jusqu'à aller occuper Bamako? C'était le cas qui a déclenché en fait les premières guerres. Et quand on a compris, mais écoutez, ces gars-là, il y a quelqu'un qui les finance, on peut les assécher, on peut les empêcher de faire, mais les gens ont compris que non, il faut que les militaires soient maliens. Il faut que les militaires aient des armes dont on va prendre telle ou telle matière première, on va acheter des armes, on va les équiper, on va les former. Et on va mettre dehors des gens qui viennent exploiter l'espace national, dont les richesses appartiennent au pays, aux citoyens qui doivent être redistribués. Donc il y a deux niveaux. Il faut d'abord s'assurer que l'espace nous appartienne, la souveraineté
territorial, l'espace militaire, non? Et il y a l'espace, après, de comment cette richesse que vous avez, que vous pouvez mettre dans le monde, récupérer et distribuer se fasse. Si la distribution se fait mal, il faut enlever ces gens-là. Et ça, c'est tout un processus qui est en cours actuellement. Oui, c'est mais... pas juste la souveraineté en l'air. Et après, demain, ça va être juridique. Il va y avoir que la justice aussi. Fonctionne que les droits de l'homme soient respectés. Les droits humains soient respectés. Oui, mais en fait, vous avez dit qu'il fallait regarder le programme du Sénégal, des dirigeants sénégalais. Mais est-ce que dans leur programme, il est prévu le départ des bases françaises? Vous ne pouvez pas le présenter sous cette forme-là. Quand un programme est écrit, on ne va pas dans le détail. Mais quand un programme dit qu'il est souverain et qu'il veut décider de sa défense, son système sécuritaire, je vous assure, c'est la même chose. C'est la même chose. La question que vous aurez dû me poser est de savoir, est-ce que le système français tel qu'il fonctionne, parce qu'on est en train de les débouter, de les faire sortir d'Afrique, qui dehors, sans leur consentement, ne va pas déboucher sur des déstabilisations. Parce que je vous assure, on a entendu des militaires français dire que ça va risque d'être la nouvelle stratégie. Si on ne peut pas contrôler, on déstabilise. Et regardez ce qui se passe dans les pays arabes. Regardez bien ce qui se passe dans les pays arabes. Donc si vous n'avez pas un contre-pouvoir militaire et demain financier, monétaire, bancaire, pour pouvoir faire face à cela, mais vous risquez d'être déstabilisé. Quitte à diviser les populations, créer la guerre civile. Alors que vous savez que dans l'histoire africaine séculaire, nous avons toujours vécu ensemble avec toute forme de contradiction. Un musulman vivait bien avec un catholique, vivait bien avec un islamique, vivait bien avec un juif, vivait bien avec un tel modalité. Ça, c'est pour le religieux. Il en est de même pour les ethnies. Prenez un pays comme la Centrafrique, je vous assure, je l'ai souvent là-bas, mais écoutez, les gens vivent dans la même maison, le mari peut être catholique, la femme peut être musulmane, et ça se passe extrêmement bien, puisqu'à midi, il faut manger ensemble. Et quand on mange ensemble, écoutez, on mange. C'est très important cela. Et l'Afrique a toujours vécu sur cette base. Vous pensez que le Sénégal peut vivre une déstabilisation, une tentative de déstabilisation venant de la France? Les déstabilisations ne sont pas nécessairement que militaires, elles peuvent être aussi financières. Et peut-être financières. Les déstabilisations financières, c'est assez facile. C'est-à-dire que le Sénégal, ils vont peut-être doucement. Mais vous savez, la position que nous avons discutée au départ, le Sénégal ne sera pas obligé d'y arriver. Elle ne pourra pas continuer à mettre ses avoirs dans un système où la France va décider demain matin de ne pas lui transformer son franc CFA en euros et que ce euro soit utilisé pour acheter des biens ou des services pour le Sénégal. Quand on va arriver à ce niveau-là, le Sénégal va dire non. Et d'ailleurs, ça va venir très rapidement. Parce que si certains pays de la zone du Bois n'arrivent pas à tenir leur équilibre et qu'on demande au Sénégal d'aller payer pour un autre pays qui est déficitaire, le Sénégal va le faire une fois ou deux fois pour aider, mais il ne peut pas le faire éternellement. C'est tout le problème d'ailleurs de la monnaie éco. Est-ce qu'on doit accepter qu'un pays comme le Nigeria ou d'autres viennent payer pour des pays qui n'arrivent pas à gérer bien chez eux? D'où les règles de convergence. Il faut que chacun se débrouille pour gérer plus ou moins bien, qu'on n'ait pas un déficit en dessous de 2 ou 30% et que l'inflation ne soit pas trop élevée. Mais si quelqu'un ne respecte pas la loi et se met à être un grand déficitaire, un grand surendetté, mais pourquoi moi je vais payer pour lui? Vous voyez la question de fond. C'est pour ça que les pays les plus importants, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, écoutez, ils peuvent se permettre un certain nombre de choses qu'un pays plus petit en taille, par exemple, ne peut pas se permettre. C'est pour ça que la loi étant un État et bien une loi, il faut que chacun soit sérieux, se comporte de manière sérieuse et donc respecte. Ne croyez pas que c'est un problème africain. Le problème se pose actuellement dans l'Europe. Se pose dans l'Europe. Ah oui, fondamentalement, l'Union européenne peut imploser à cause de ça. Certains pays sont beaucoup plus sérieux en termes de gestion, d'autres le sont moins, y compris la France. Y compris la France. Moi, je suis en Autriche ici, j'entends des bruits qui disent, écoutez, il va falloir couper l'Europe en deux pour que les pays qui sont, entre guillemets, sérieux, c'est-à-dire qui gèrent bien leur déficit, ne travaillent plus avec la partie, entre guillemets, du sud de l'Europe, qui est beaucoup plus déficitaire, et que cela n'ont qu'à se débrouiller, et peut même quitter, ou même passer sous la coupe du Fonds monétaire international, alors que d'autres pays qui gèrent mieux n'aient pas ce problème-là. Mais oui, c'est ce qu'ils disent là-bas. Ah ben oui, écoutez, ne croyez pas que c'est si homogène que ça.
Ce n'est pas si horrible. Mais non, les journalistes ne vont pas vous le dire. C'est ça qui explique d'ailleurs la montée de l'extrême droite en Allemagne, en Autriche, dans un certain nombre de pays en Europe, y compris la France d'ailleurs. C'est tous ces éléments qu'il y a derrière. Parce qu'il y a même en Italie. Une mauvaise répartition des richesses. C'est cette mauvaise répartition des richesses qui fait que le nombre de millionnaires que vous avez eu en Europe ces derniers temps, le nombre de dividendes qui a été distribués dans les entreprises, alors qu'on met des gens en dehors et le chômage continue, pose le problème tout simplement de comment un peuple peut vivre ensemble. Et donc, le fait de vivre ensemble n'arrive pas à fonctionner. Donc, il y a du communautarisme, les gens se séparent et finissent par s'affronter. Ils vont s'affronter d'abord politiquement, et deuxièmement, si ça ne va pas, ça va se finir dans la rue. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui arrive comme ça par hasard. S'il y a eu les mai 68 en France, un certain nombre des révolutions françaises, c'est la même chose que vous avez, les printemps arabes, c'est les rideaux tout le temps. Le printemps arabe, ça va nous amener. Les militaires prennent le dessus, les militaires empêchent le peuple finalement d'aboutir dans leur raisonnement, d'aller vers des vérités des urnes. Donc les militaires prennent le dessus, mais les militaires ne pourront pas faire longtemps si eux aussi, ils ne respectent pas la transparence, s'ils ne disent pas clairement pour ta gestion est faite, et si cette gestion n'est pas égalité. On ne le voit pas tout de suite, mais ça va se voir très rapidement. Vous avez parlé du printemps arabe, ça va m'amener à ma dernière question. Il nous reste juste 5 minutes. Mais tout à l'heure, je précise que vous avez dit quelque chose, que vous avez dit qu'il y a de temps en temps que la guerre, de la manière dont la guerre a commencé au Mali, c'était quelques motocyclistes qui se retrouvaient à Bamako, tout ça. En fait, il faut le dire, ils se sont limités à Konna. Et ils ne sont pas venus à Bamako. Mais c'était un exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, l'objectif, c'était Bamako, effectivement. Pour venir, c'était de dire sont les laissés-faire, ils vont prendre Bamako. Voilà pourquoi la France a jugé, a décidé pratiquement de sa propre initiative, d'ailleurs, en disant que le gouvernement a demandé d'intervenir. Non, c'est vrai. C'était l'objectif, effectivement. Vous avez parlé du printemps arabe, ça m'amène à poser une dernière question. Et les Maliens aimeraient bien vous entendre sur cela, les populations de l'AES notamment. Dernièrement, on a vu que Bachar al-Assad est tombé. Il est tombé. Certains se sont posé la question, est-ce que les Russes ne l'ont pas lâché? D'autres ont dit non, ils sont tombés ensemble. Et certains se disent, bon, est-ce que les populations de l'AES, les peuples, les pays de l'AES sont avec la Russie nous soutient? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts? Alors, qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue? Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Moi, je veux le mettre toujours dans un cadre plus global. La première chose que vous devez dire, que vous n'avez pas dit, qui est le plus important, c'est qu'il y a eu des élections aux États-Unis. Et un certain M. Trump, qui était déjà président, est revenu. Et que ce monsieur a dit quelque chose de très important que les gens n'écoutent pas. C'est un monsieur du business. Et c'est un monsieur qui ne peut pas faire du business s'il y a des guerres. Donc il a dit qu'avant qu'il commence, il va arrêter les guerres. À commencer par la guerre que fait l'OTAN au niveau du pays qu'on appelle l'Ukraine avec la Russie. Et apparemment, je pense, il y a eu des accords déjà entre les États-Unis et la Russie. À partir de là, écoutez bien, à partir de là, ces accords vont se mettre en pratique au fur et à mesure. Mais à partir de là, vous voyez tout le changement qui est en train de se faire. Pourquoi devons-nous continuer à dépenser de l'argent pour aller acheter des armes, pour donner à qui? Souvent des djihadistes, des gens qui sont souvent des mafieux aussi, pour déstabiliser des pays. Pourquoi ne pas prendre cet argent pour faire du business? Si vous mettez ce raisonnement en tête, vous comprenez maintenant qu'il y a eu un accord, quelque part, entre les États-Unis et la Russie. Vous allez voir que je fuis votre sujet. Je ne fuis pas votre sujet. À partir de cet accord, vous pouvez comprendre pourquoi, en Syrie, il n'y a pas eu d'effusion de sang, que les militaires de Bachar se sont arrêtés, ils n'ont pas combattu, et que la Russie est en train de se déployer dans le pays pour aller se protéger là où se mettent, notamment ses bases maritimes, et que les Occidentaux, qui ont, il faut le dire, soutenu Al-Qaïda, parce que celui qui est venu actuellement, c'est un terroriste djihadiste pur sang. Pur sang. Et on a vu dans ces troupes qu'il y avait des gens qui venaient d'Europe occidentale, voire même qui parlaient français certains. Donc faites très attention quand on dit djihadiste, ce n'est pas souvent que des armes. Ça peut venir d'ailleurs. Donc il y a des stratégies de déstabilisation de pays ont emmené certains pays occidentaux et les services secrets occidentaux, on peut même rajouter Israël, à soutenir les terroristes. Sauf que quand on les utilise maintenant pour pouvoir reprendre le pouvoir, comme ça s'est passé par exemple en Syrie, on peut avoir peur que ce qu'on leur a donné comme équipement militaire se retourne contre les Occidentaux eux-mêmes.
Et voilà, ils bombardaient par personne interposée un certain nombre d'équipements qu'ils avaient. Vous voyez le problème? Oui. Alors, deuxième élément de votre question, donc ça, c'est pour comprendre la situation globale. Donc, il faut faire attention comment ça va avoir un impact, l'arrivée de M. Trump à partir du 21 janvier, là, comment ça va se passer avec l'Afrique de manière générale. Et deuxième chose qui est derrière, est-ce que les États-Unis vont continuer à passer par un intermédiaire, la France entre autres, ou vont intervenir directement en Afrique? Puisque la France a échoué sur beaucoup de plans, notamment militaires. Et que ce pays veut la souveraineté, et les Américains, contrairement à ce que vous pensez, ils sont intéressés par les matières premières. Absolument. Mais ils aiment tellement la souveraineté qu'ils sont capables de soutenir la souveraineté des pays de l'AES dès lors qu'eux, ils trouvent leurs intérêts. N'oubliez jamais l'objectif. Rendre les États-Unis de nouveau grands et puissants, faire en sorte que les Américains, entre guillemets, ne manquent de rien, quitte à passer par la force pour le faire. Maintenant, c'est quand même des gens du business. Et on ne fait pas du business avec quelqu'un qui est pauvre. Donc les Américains auront intérêt à faire que des pays comme l'AES ou d'autres augmentent en capacité de pouvoir acheter et de vendre. Si possible, bien sûr, acheter américain. C'est là où la différence peut se faire. Donc vous avez parlé de la Russie. Mais la Russie, regardez bien la relation entre la Russie et le Mali ou les pays de l'AES. C'est donnant. Absolument. Vous voulez des hélicoptères, je vais vous les fournir, je vais vous former, vous me payez. Peut-être que je vous fais une petite réduction, mais vous les payez quand même. Absolument. Ce n'était pas des cadeaux. Hein. Non. Ce pas des cadeaux. Et vous avez des possibilités d'aller acheter ailleurs si vous le souhaitez. Maintenant, on a vu dans l'histoire entre la Russie et l'Afrique en général que sur toutes les luttes, que la Russie s'est toujours mise du côté des pays qui cherchaient la souveraineté. Regardez bien l'histoire africaine, la Russie a toujours pris cette position. La Russie ne fait pas attention si vous êtes un dictateur ou pas. La Russie ne regarde pas si vous êtes démocrate ou pas, parce qu'ils ne le sont pas. Par contre, ils regardent votre souveraineté. Si vous défendez cette souveraineté et que vous faites appel à eux, ils vont jouer le jeu. Attention, vous payez. Il n'y a pas de cadeau. Donc, j'avais même fait un papier en disant, il faut faire attention. S'il y a un accord entre M. Poutine et M. Trump, est-ce que ça ne va pas se jouer contre les pays africains? C'est là où les Africains doivent faire preuve d'intelligence. Il n'y a pas que Trump, il n'y a pas que Poutine, il y a aussi Xi Jinping, il y a les Chinois, il y a la Turquie qui est en train de monter, il y a un certain nombre de pays. Mais au-delà de tout ça, il va falloir créer sa propre souveraineté. Donc, il va falloir aller chercher ce qui permet au Mali, le Niger, le Burkina, d'autres pays d'être souverains. Et cette souveraineté est meilleure, plus solide, si nous sommes en groupe. Si nous sommes 10, 20, 15. Si cette soi-disant CEDEAO d'aujourd'hui est modifiée et changée et devient une souveraineté qui se bat pour sa souveraineté. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Au contraire, elle s'est divisée. En interne, elle a même voulu faire la guerre à d'autres, ce qui est inadmissible parce que ça veut dire qu'elle reçoit des ordres d'ailleurs. Donc, je reviens sur le fond de votre histoire. Voilà, ce justement. qui se passe en Syrie, il faut le suivre de près parce que, regardez, la souveraineté de la Syrie, elle est où aujourd'hui? Il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place, qui sont que des étrangers. Quasiment que des étrangers. On met un terroriste anciennement djihadiste, on lui a rasé un peu la barbe, là on l'a mis avec un joli truc, mais c'est un terroriste de premier ordre. Et je vous assure que si vous demandez à la Cour pénale internationale de regarder son historique, il y a beaucoup de sang. C'est ça que l'Occident défend pour le moment. Et l'Occident même a peur de lui. C'est pour ça qu'ils vont bombarder partout où il y a eu des stocks. Pour ce qui est de la Russie, comme il y a un accord, mais on ne bombarde pas là où la Russie est installée en Syrie. Donc, moi je pense que s'il y a un arrangement entre le Mali et M. Poutine, idem pour les gens de l'AES, je ne pense pas qu'il y aura un problème fondamental dans la lutte que mène le peuple malien et les militaires maliens pour aller vers leur souveraineté. D'accord, vous pensez qu'il n'y a pas... Donc, vous pensez qu'il n'y aura pas de problème, mais est-ce que la Russie va pouvoir se maintenir? Est-ce que les deux bases que les Russes ont vont toujours rester? En sachant qu'il y a quelques jours, juste avant... Parce que ça fait partie des accords. La Russie ne va pas laisser tout ce système fonctionner tel quel si elle n'était pas sûre déjà de ça. Est-ce que vous savez qu'au Conseil de sécurité, qui a introduit la résolution pour trouver un système de pacification en Syrie? C'est la Russie. Et c'est en discussion. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui c'est qui mène le débat en réalité. Le débat de la Syrie, moi je pense, c'est fondamentalement d'abord un nouvel accord entre les États-Unis et la Russie. Et dans cet accord, il y a du business à faire. Les Occidentaux, notamment les États-Unis, veulent la reconstruction,
puisque M. Trump est essentiellement dans tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est hôtel, toutes ces choses-là qui touchent au ciment, qui touchent à la construction. Ouais, routes, etc. Donc, les Russes sont beaucoup plus dans le domaine militaire, etc. Moi, je m'en plains, puisque j'aurais voulu qu'ils soient plutôt dans l'agro-industrie, dans les transformations, dans la nourriture, dans l'alimentation, dans les vêtements, ce qui nous intéresse plus en Afrique. Peut-être ça viendra si nous le négocions. Mais pour le moment, ce sont ces deux grandes classes qui fonctionnent. Mais non, si vous vous amusez à toucher à ces bases de manière forcée, c'est-à-dire que ce n'est pas la Russie elle-même qui décide de partir, je vous assure, on va rentrer en guerre. On va rentrer en guerre. Regardez bien, quand les Israéliens viennent bombarder autour du Golan, là-bas, ou en Syrie, c'est pas chez eux. La Syrie n'a jamais menacé Israël, sincèrement. Qu'est-ce qu'ils viennent bombarder? Donc, c'est comme il y avait une sous-traitance pour venir bombarder les équipements que les Occidentaux, pour pas dire les Américains, ont fourgués justement aux terroristes, djihadistes. Qu'est-ce que vient faire l'Arabie Saoudite là-dedans en termes de financement? Ce sont des wahhabites. Et les plus extrémistes wahhabites, c'est bien eux. Il ne faut pas qu'ils nous trompent. C'est beaucoup des Africains qui croient qu'il n'y a pas de guerre entre les sunnites et les chiites. Cette guerre existe. Pourtant, cette population syrienne, vous avez du tout. Vous avez les Syriens, vous avez les Kurdes, vous avez... Mais à l'intérieur, il y a des contradictions. Dans les Kurdes, ils ont été soutenus par les Occidentaux. Absolument. Le Erdogan de Turquie n'en veut pas. Il n'en veut pas. Donc, vous voyez, c'est assez complexe. C'est un peu les mêmes problèmes que nous avons avec nos ennemis. Il faut créer maintenant des ambassadeurs qui permettent de discuter pour qu'on puisse vivre ensemble. Comment ça? N'oubliez jamais que ce sont des frontières coloniales. Les Syries, comme le Mali, comme d'autres, ce sont des frontières coloniales. Ils ont coupé des ethnies. Tout le problème des Touaregs, aujourd'hui, si on y pense, si on n'avait pas découpé l'Afrique, mais vous aurez un peuple avec un espace géographique qui couvrirait le Mali, peut-être l'Algérie, le Niger, le Tchad, etc. Avec une population, aujourd'hui on les appelle Touaregs, mais de cette zone-là, avec plus ou moins une langue commune. C'est vrai. Idem pour les autres pays. Vous voyez, donc il faut faire attention à tous ces éléments qui D'accord, sont docteur. la base d'une sorte de déstructuration de cette Afrique. Et comme nous avons dit à l'Union africaine qu'on ne veut pas toucher aux frontières, quoique les frontières sont en train de bouger ici et là, il faudrait trouver un arrang en guerre physique. Parce que les guerres physiques arrangent l'Occident qui peut finalement nous retarder en termes de développement et en même temps venir piocher des matières premières pour un prix où on ne peut pas le fixer. Parce que c'est ça le fond de l'histoire. Si vous êtes en difficulté, le Mali a des problèmes, mais le Mali va vendre rapidement. J'ai toujours dit d'ailleurs au Mali de ne jamais vendre l'or, mais de le transformer en monnaie digitale. Monnaie digitale, vous vendez le papier monnaie. Vous créez votre propre monnaie basée sur l'or. C'est-à-dire, on adosse notre monnaie à l'or. L'or, jusqu'à le a toujours fonctionné, a toujours monté. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Et de toute façon, en dernier ressort, vous pouvez toujours donner cet or physique. Oui, Alors, juste là, vous n'avez rien. je voulais juste revenir sur cette partie, ce conseil que vous donnez au Mali, et notamment au pays de l'Est. Alors, vous voulez qu'on stocke l'or et qu'on crée de la monnaie et on adosse cette monnaie-là à l'or. Tout à fait. Et je peux même rajouter à d'autres matières premières qui sont commercialisables et acceptées. Ce que vous oubliez, c'est que c'est ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas écrit. Quand nous avons parlé au début que, en fait, le Mali va acheter des hélicoptères et va donner un stock d'or X. Et en retour va recevoir tel ou tel matériel, équipement militaire, c'est en fait ce qui se passe. Sauf que cet or-là, vous l'utilisez comme ce qu'on appelle l'unité de compte. Vous ne prenez pas physiquement nécessairement l'or pour le sortir. Vous l'utilisez en compte, vous faites une comptabilité. Et ce stock d'or-là, vous le transformez en ce que vous aimez, en devise. Ça vaut tant de dollars, ça vaut tant de roubles, ça vaut tant de renminbi, etc. Tant d'euros, etc. Et quand vous avez ce stock de renminbi, ce stock de dollars, vous l'échangez avec l'autre partie. Si la partie l'accepte, sachez que la Russie ne veut plus de dollars. Tous les pays des BRICS ne veulent plus. C'est vrai. Même s'ils ont des pressions de M. Trump, ils veulent travailler au moins 50% dans une autre façon de travailler. Et ils n'ont pas fixé de limite. Vous n'êtes pas obligé d'acheter du rouble. Vous pouvez baser votre matière première. C'est qu'on n'a pas le courage. Et on va prendre des économistes qui ont passé leur vie à travailler avec le franc CFA. Comment voulez-vous que ces gens vous conseillent? Ils ne peuvent pas vous conseiller. C'est vrai. Ils sont nés dedans. C'est vrai. Eh ben oui, il faut que des gens aient une vision alternative de l'économie, une vision souveraine de l'économie. Et cette souveraine, je vous le dis, ça passe par nos matières premières. Et pourquoi je vous dis c'est pas seulement l'or? Le pays voisin, le Niger, ils ont de l'uranium, ils ont du pétrole. Pourquoi ils ne peuvent pas le baser dessus? Et nous, on a du lithium maintenant.
l'équivalent de la valeur de ce pétrole. Maintenant, le Mali a du lithium. Hier, le président a inauguré la mine de lithium de Goulamina. Tout à fait. Mais je vous rappelle qu'il y a à peine 15 ou 20 ans, un pays que je ne vais pas nommer, que vous connaissez tous, a dit qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas de lithium dans ce pays. Attention, il y a eu des cartographies du Mali où on n'a rien trouvé. Il n'y avait rien, même pas de l'or. N'oubliez jamais ça. D'accord. Donc, les gens qui vous ont dit qu'il n'y a rien au sous-sol et qui viennent avec ou pas de base militaire fouiller ce sous-sol et repartir avec, il faut vous poser la question comment il veut vous aider pour votre développement. Vous avez parlé de lithium, mais nous sommes dans aussi ce qu'on appelle les métaux rares. L'Union européenne, toute l'Union européenne a moins de 1% de métaux rares. Or, ce sont ces métaux que vous utilisez depuis votre téléphone portable jusqu'à l'électronique qui permet d'aller vers les satellites et que dans nos avions, les ordinateurs, les micros et tout ça, tout ce qui est électronique. Comment se fait-il que nous n'avons pas la carte de nos métaux rares au Mali, au Burkina, dans l'AES? Non, on va l'avoir bientôt. On va faire la carte géographique des métaux rares. Ils seront étonnés comment ils sont devenus riches en regardant la carte. Ils sont devenus riches, et je répète, en redonnant. Et je répète une troisième fois, comme fait quelqu'un de chez vous là-bas, qu'il faut aller faire cette cartographie des métaux rares de l'AES. Et l'AES va se voir devenue puissante et tout le monde va venir le courir après pour accéder. Et c'est là qu'il faut être intelligent. Il faut être d'abord transparent, il faut l'expliquer au peuple, et il faut le calculer, combien ça vaut, et il faut le transformer sur place, y compris le lithium. Et oui, parce que le lithium... Donc il faut transformer... Alors, vous pensez que le lithium, il faut le transformer sur place ici au Mali, c'est ça? Je suis précis, le lithium doit... Le Mali, je ne veux pas entendre que le Mali envoie de lithium dehors. Je veux entendre que le Mali fait des batteries de lithium. C'est ça que je veux entendre. Des batteries. Je veux que le Mali téléphone en Chine, qui sont les numéros 1 en batterie, pour dire aux Chinois, écoutez, vous délocalisez une de vos usines avec moi, vous m'apprenez comment on fait cela, voilà le lithium sur place, et vous utilisez des Maliens. Vous ne m'amenez pas des Chinois à 99% dans l'usine. Voilà ce que je veux entendre. C'est ça la souveraineté. Est-ce que nos dirigeants ont la capacité de faire ça, le courage de faire ça? Je ne sais pas. Moi, je vous dis. Alors, si vous avez un message, si tout de suite, à tout hasard, si le président de la transition du Mali regardait cette émission, c'est ce conseil que vous avez à lui donner par rapport au lithium? Je lui dis de prendre une mission. S'il peut me mettre dedans, ça me permet de manger un peu les bons plats du Mali avec. Il doit obligatoirement créer une équipe technique qui va discuter avec les pays qui maîtrisent la fabrication des batteries, du lithium. Parce qu'il n'y a pas que le lithium, il y a d'autres éléments dedans. Et cette équipe-là, je vous conseille déjà la Chine, mais vous avez aussi en Russie, vous avez aussi dans d'autres pays. Vous discutez ça, vous négociez comment cette usine, une partie peut-être délocalisée, petit, je préfère que ce soit petit que grand, parce que vous pouvez multiplier les petits plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs endroits du Mali où vous avez ce lithium, et vous le commencez à travailler. C'est aussi simple que ça. C'est du partenariat gagnant-gagnant. Sauf que si vous ne demandez pas, personne ne va vous dire que c'est bon pour vous. Ouais, ça, personne ne va nous dire que c'est bon de faire des batteries sur place. Mais bien sûr. Et surtout, les gens ne voient pas le rapport directement, puisqu'ils sont pressés. Donc, ils vont vendre le lithium, ils vont avoir beaucoup d'argent tout de suite, et souvent, ça leur suffit. C'est ce qu'on a fait avec nos matières premières tout le temps. Pourquoi la Côte d'Ivoire est encore en train d'exporter pratiquement 90% de son cacao? Alors qu'aujourd'hui, on devait entendre que telle marque de chocolat, telle marque de gâteau, telle marque de biscuiterie, c'est Côte d'Ivoire. Et ça fait 60 ans, D'accord. Docteur Yves Ekwe Amezo, est-ce que vous pouvez nous parler de votre think tank, s'il vous plaît? Oui, je vais faire court. C'est une structure qui est essentiellement des gens de la diaspora, plutôt des intellectuels, et qui connaissent bien l'Occident comme connaissent bien l'Afrique. Nous avons 3 priorités. La première, c'est défendre le peuple et les citoyens africains, qu'ils soient dans la diaspora ou qu'ils soient en Afrique. J'insiste beaucoup parce que les gens croient que nous écrivons pour les dirigeants. Non, nous écrivons pour le peuple. Si les dirigeants vont dans le même sens, bien sûr, ça les arrange. Si ça ne va pas, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et nous avons toujours un gros problème avec ces dirigeants. C'est d'abord la transparence des comptes publics qui nous permettent de faire des analyses. Parce qu'il faut des chiffres. Donc, si on n'a pas la transparence des comptes publics, on ne peut pas fonctionner. Mais de manière générale, c'est d'abord pour le peuple. Deuxième élément, fondamentalement, nous regardons ce que fait l'Occident ou les autres pays vis-à-vis de l'Afrique. Par exemple, quand vous avez des gens qui écrivent des documents qui vont contre les intérêts des Africains,
ou qui viennent voler l'Afrique. Mais pourquoi ils vont vous donner de l'aide? Nous n'aimons pas ça. Donc, nous analysons cela et de temps en temps, nous écrivons dessus ou carrément, nous alertons les pays concernés par des voies que nous avons nous-mêmes mis en place. On a un petit réseau, mais les 3 quarts de temps, je peux vous dire la vérité, les dirigeants n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et c'est quand ils ont le problème qu'ils se réveillent. Et le troisième élément, nous faisons des conférences, c'est-à-dire qu'on nous invite, et un sujet qui c'est un peu comme ce que vous faites, mais beaucoup plus structuré, avec une conférence sur un sujet, sur tous les sujets, la fiscalité, le développement des entreprises, la transformation. C'est vous qui fixez le sujet. Alors, j'insiste, il faut bien vivre. Donc, nous sommes des gens qui vivons de ça. Donc, il faut nous payer comme des consultants, comme des experts, mais nous avons cette ligne-là. Nous sommes tous, en guillemets, des gens qui sont indépendants, qui travaillent, qui avons nos entreprises, et donc nous ne sommes pas dépendants des chefs d'État non plus. C'est-à-dire, si un chef d'État nous demande, par exemple, de venir faire son apologie qu'il est le meilleur du monde, c'est pas ce qui nous intéresse, et nous, on ne le fera pas, même s'il met de l'argent. Il faut savoir ce côté-là aussi. Ouais, ça, et enfin, il y a ce qu'on appelle, nous, on met en place des éléments de preuve pour permettre de sensibiliser, en fait, d'abord les dirigeants qui sont trop orientés vers la corruption, et demain, d'utiliser ces preuves pour faire un procès au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Ce domaine-là est plus complexe parce que nous avons des problèmes de données. Les données que nous fournissent souvent aux États sont contradictoires ou sont carrément erronées. Ou souvent, c'est ce qu'ils font maintenant, malheureusement, sont entre guillemets antidatées. C'est-à-dire vous avez des informations qui vont vous arriver aujourd'hui, mais en fait, ça correspond à l'année passée. Donc vous ne pouvez pas faire l'analyse jusqu'à aujourd'hui, par exemple. J'avais prévu beaucoup de chiffres à vous donner, justement, sur les réserves, ou bien sur l'endettement des pays qu'on a discuté aujourd'hui. Mais quand vous regardez ces chiffres-là, c'est souvent, en guillemets, des moyennes. Ça vient souvent de l'extérieur, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres. Et souvent, ça ne vous dit pas la vérité. Or, pour vous donner un exemple, tout ça, les réserves de la zone franc, ou les réserves, par exemple, dans le code, sont autour de 3 mois et demi actuellement. Mais aujourd'hui, que nous parlons, le jour où est-ce que vous savez que ces réserves sont tombées à 2, 2,2, 2,3? Quand j'ai 2 mois, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois de réserve, vous n'avez plus rien. 2 mois d'importation, c'est ça? Ben oui. Et ça, c'est un problème de fond. Donc, il faudrait que ce chiffre-là, soit connu de la plupart des gens. Et souvent, les gens n'y pensent pas. Et pourtant, un pays ne devrait pas avoir ce problème. Pour la CEMAC, 2,1 mois d'implantation en décembre 2024. Or, quand vous regardez les chiffres, Fonds monétaire international et autres, là, moi, je trouve la marque 4,6, 4,2. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes de chiffres. Non, ça veut dire qu'il y a du... Ouais, la réalité est sûrement cachée. Voilà. Ça veut dire que vous savez que quand vous défendez en dessous de 1,5, vous avez quasiment une situation où on peut dévaluer votre monnaie. La France peut décider à ce moment-là de dévaluer. Parce que vous n'avez plus la capacité de pouvoir vous en sortir. Donc celui qui va vous financer, il décide. Il décide. Et sachez que c'était en guillemets un ministre des Finances camerounais qui avait été là pour cette histoire de dévaluation d'Afrique. Et là, la réunion se passe encore au Cameroun. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de prévoir pour janvier, février, mars en termes de dévaluation. Mais l'AES ayant fait une partie du chemin, je pense que l'AES est obligée de réfléchir rapidement à comment faire pour que son système actuellement basé sur l'or se développe et puisse fonctionner. Un dernier point très important. Même si vous créez votre monnaie ou vous créez une unité de compte basée sur l'or, il faut faire attention que les paiements aujourd'hui se font dans un système international qu'on appelle le SWIFT. Il faut aussi que le Mali s'inscrive auprès d'autres structures de paiement. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde et d'autres, pour pouvoir payer en dehors du système occidental. Donc, il faut éviter le SWIFT. C'est ça. Non, je ne dis pas d'éviter. Vous devez avoir le choix. Vous devez choisir. Là où c'est intéressant pour vous, quand vous commercez en dollars, vous restez dans le SWIFT. Ça ne pose aucun problème. Sauf que la différence entre les deux, c'est que le SWIFT, c'est dirigé aussi par des secteurs privés. Donc le SWIFT peut décider du jour au lendemain de faire ce qu'ils ont fait à la Russie ou ils ont fait à l'Iran. C'est-à-dire qu'ils bloquent votre argent. Absolument. Ils bloquent votre argent. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les intérêts des avoirs russes qui sont bloqués par rapport à ce que les Occidentaux détiennent et qui sont passés par le SWIFT, est-ce que vous savez que ce sont ces intérêts-là que l'Occidental
bloque unilatéralement et l'utilise pour financer et payer les armes qui sont envoyées en Ukraine pour aller tirer sur la Russie. Effectivement, on l'a appris. Donc, ça veut dire que le système de paiement utilisé peut bloquer votre argent. C'est votre avoir. C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot avoir au départ, mais non pas sur le mot devise. Donc, si c'est votre avoir, vous devez vous assurer que votre avoir, vous y avez accès quand vous voulez, et que quelqu'un ne peut pas unilatéralement, par la force, vous le prendre, vous l'usurper. Sinon, nous sommes dans l'esclavage monétaire. La servitude monétaire. Donc, pour éviter cela, vous diversifiez. Ouais. D'accord, docteur. Vous avez un autre système russe, un système russe. Vous voyez en fonction de ce qui vous arrange. Russe et chinois. D'accord, docteur. Merci beaucoup, docteur Yves Ekwe Amazeo.